Un PD, toi. Pédale. PD. Pédale. Folle. Fiat. Gouine. Route Minou. Lopette. Tentouse. Tante. Tata. Tafiole. Tapette. Tarlouse. Lesbienne. Ce mot-là, lesbienne, la première fois qu'on me l'a lancé à la figure, j'avais 14 ans. Je savais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, je savais pas qu'on pouvait l'être, je savais pas encore que je l'étais, lesbienne. Et pourtant, j'ai tout de suite compris qu'il valait mieux ne pas l'être. Que c'était sale, que c'était mal, que ce mot, c'était pas une description, c'était une accusation, c'était une insulte. Plus je me suis assumée lesbienne, plus ce mot, je l'ai adopté. Maintenant, je l'utilise et il fait partie de mon quotidien. Sauf que quand j'explique autour de moi pourquoi tout le monde ne peut pas m'appeler Gouine, pourquoi mon entourage hétéro ne peut pas décrire un homo en disant « tapette », par exemple, ils comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un vocabulaire qui m'appartient, à moi, et qui n'appartient pas aux autres ? Pourquoi les mots n'ont pas tout à fait le même sens, le même poids dans ma bouche et dans celle des autres ? On va réfléchir à tout ça, au sens des insultes homophobes, à pourquoi les enfants se traitent de PD dans la cour de récré, pourquoi c'est jamais juste de l'humour, et pourquoi je peux dire PD et pas toi. On va surtout parler d'insultes gayphobes et lesbophobes dans cet épisode, et on va en parler avec Sébastien Chauvin. Il est sociologue au Centre d'études genre de l'Université de Lausanne, en Suisse, et lui aussi, comme moi, il se souvient de sa première insulte. J'en ai un souvenir relativement vague, mais je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Je faisais du judo. Sans doute, je me recoiffais, quelque chose comme ça, quelque chose qu'un garçon ne doit pas faire. Et il y a un garçon de mon groupe qui, après, m'a traité de tapette et m'a dit que je me recoiffais comme une tapette avant de faire une roulade. Et c'est assez intéressant, cette insulte, quand j'y repense, parce que finalement, c'est une insulte qui, après, est incorporée dans l'espace des insultes homophobes. Mais quand on a 6 ou 7 ans, on a une image, on a une idée extrêmement vague des contenus de la sexualité adulte. Et finalement, c'est plutôt une dimension de genre qui a été mobilisée dans cette insulte. Enfin, c'est une insulte genrée qui peut arriver à des garçons qui, après, vont grandir comme hétérosexuels. Et qui, peut-être, l'oublieront. Alors que quand on grandit comme gay, eh bien, ça devient plus structurant de sa personnalité. Mais je crois me souvenir qu'après cette insulte, j'ai fait un travail sur moi pour me discipliner mon corps. On peut imaginer qu'un garçon hétéro aurait fait la même chose. Hein, et peut-être après, elle l'aurait plus oublié. L'insulte PD, c'est une insulte qui est structurante de toutes les masculinités. Hein. Et c'est ça la complexité du lien entre homosexualité et insulte homophobe. Hein. L'insulte PD, elle désigne les moindres hommes. Elle désigne éventuellement les hommes efféminés, ou ceux qui sont bizarres, ou éventuellement ceux qui sont moralement douteux. Et cette insulte, elle est à la fois là pour discipliner et rabaisser les personnes qui correspondraient à ce stéréotype, et pour discipliner celles qui cherchent à ne pas y correspondre. Et les garçons naissent, grandissent dans l'obsession de se désidentifier de cette insulte PD. Et ça, c'est très important pour comprendre le fonctionnement de l'insulte. L'insulte, c'est un performatif au sens de la linguistique. Elle ne décrit pas une réalité. Elle assigne à une position. C'est un rappel à l'ordre social, un rappel à l'ordre sexuel qui vient indiquer une position inférieure dans sa hiérarchie. Alors, on va beaucoup parler de hiérarchie dans cet épisode, et les hiérarchies dont on parle, vous les connaissez déjà. C'est toujours les mêmes. Les blancs valent symboliquement plus que les non-blancs, les cisgenres que les transgenres, les riches que les pauvres, les minces que les gros, et on pourrait continuer comme ça longtemps, même si dans les cas qui nous intéressent, là, tout de suite, maintenant, on parle bien des hiérarchies hommes, femmes, hétéros, non-hétéros. Ce rappel à l'ordre, il fait semblant de décrire. Il fait semblant de dire t'es un PD, je t'appelle PD, pourquoi tu me critiques hein ? Après tout, c'est vrai. Pourquoi ce serait une insulte ? C'est une insulte, ce n'est pas une diffamation. Quand vous insultez quelqu'un, la personne, vous ne pouvez pas venir après au procès en disant « je vais vous prouver que cette personne est vraiment… et puis vous donner l'insulte. Ça n'existe pas. Parce que le but de l'insulte n'est pas de décrire empiriquement une réalité. Elle est de blesser. Et elle est de blesser d'une manière qui est censée empêcher la parole, empêcher l'identification. Paradoxalement, on assigne à une identité et en même temps, on empêche de parler. L'insulte, ça coupe la parole. Parce que la seule réaction à l'insulte, c'est pas de dire « bah oui, effectivement, vous avez raison ». La réaction à l'insulte, c'est de fuir la possibilité d'être ce qu'on nous dit être. Eh bien, ce mécanisme est un mécanisme qui coupe la parole. En tout cas, qui prétend couper la parole. Qui coupe la parole
et qui permet de renforcer le groupe des dominants, ici les hétéros et surtout les hommes. L'insulte homophobe, elle permet avant tout de dire qui est un homme, un vrai. Voilà, exactement. Une grande partie des insultes, notamment chez les jeunes homophobes, sont en fait des insultes qui vont venir censurer une expression atypique de genre avant même la question de la sexualité. Les enfants, ils n'ont pas eu de sexualité. Donc, la question de la sexualité future, elle reste extrêmement évasive. Ce qu'on va censurer, c'est, par exemple, le fait de trop traîner avec les filles. Il faut être un PD pour traîner trop avec les filles, ce qui montre bien que l'hétérosexualité ne se construit pas du tout dans la proximité avec le féminin, ce qu'on pourrait imaginer, le thème hétéro, on pourrait imaginer ça. Non, ça se construit plutôt dans la distance au féminin, puisque le féminin est contagieux. Et donc, quand on traîne trop avec les filles, on est un PD. Mais les focalisations ultérieures sur, par exemple, la sodomie, sont encore assez peu présentes dans les très bas âges. Ok, alors pendant l'enfance, l'insulte, elle porte sur le genre, c'est-à-dire le fait d'être trop féminin pour les hommes et trop masculin quand on est une femme. Puis en grandissant, c'est là que l'insulte sur la sexualité, elle arrive. Ça paraît simple, et en fait, c'est un peu plus compliqué. À l'adolescence, on commence à insister sur la dimension sexuelle et notamment sur la focalisation obsessionnelle sur la question de la sodomie. Mais si vous prenez un terme comme enculé, par exemple, typiquement, là, on peut se dire, tout à coup, on est sur la sexualité, on n'est plus sur le genre. Mais on s'interroge sur la question de savoir si enculé et homophobe, mais on ne parle pas d'enculeur. Là, on parle déjà de quelque chose qui a trait à une position dans un rapport sexuel conçu comme un rapport genré, entre une position masculine et une position plus féminine, le fait d'être pénétré, donc codé comme féminin, codé comme en tout cas pas masculin, ou en tout cas comme pas digne des hommes qui savent se tenir, des hommes dominants, eh bien c'est seulement sur cette inversion-là que se focalise le terme enculé. Si on résume, être pénétré, c'est être le dominé, peu importe qui on est. Sodomiser quelqu'un, c'est le dominer, peu importe qui il, ou elle d'ailleurs, est. Et ça donne des insultes homophobes très intéressantes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la formulation de ce que certaines personnes disent, écrivent ou tweetent ? Par exemple, sale PD, virgule, je vais t'enculer ? Oui, alors c'est un grand paradoxe, mais qui dit bien finalement une forme de trouble dans l'homophobie, en tout cas dans la gayphobie, qui est à la fois une mise à distance, une infériorisation et finalement aussi une mise en relation forcée quand elle est en plus sexualisée. Parce que finalement l'insulte homophobe très souvent c'est une insulte sexuelle. Et comme toute insulte sexuelle, c'est une relation sexuelle imposée, c'est une agression sexuelle. Enfin, le harcèlement homophobe est sans doute la seule forme réelle de harcèlement sexuel que peuvent subir les hommes. Ce harcèlement homophobe, il peut prendre des formes sexualisées. Dans l'homophobie, il y a quelque chose comme une obsession sexuelle, d'une certaine manière, en tout cas, un désir violent de rabaissement sexuel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il prend un tour sexuel au sens physique du terme, mais en tout cas, elle emprunte une métaphore sexuelle qui n'est pas une métaphore hétérosexuelle. C'est un peu paradoxal. Pour affirmer son hétérosexualité, on déploie une métaphore qui n'est pas hétérosexuelle, qui est peut-être même homosexuelle, même si ça serait compliqué de dire que qui est patriarcale en tout cas, une forme de domination patriarcale, à travers laquelle les hommes peuvent signifier les relations de domination les uns avec les autres. Alors, est-ce que c'est si paradoxal que ça, d'avoir à la fois la haine et la promesse d'agression sexuelle, même métaphorique la plupart du temps? Eh bien, il ne faut pas chercher très loin pour voir un exemple identique. C'est l'insulte sexiste qui prend exactement les mêmes traits, c'est-à-dire elle est à la fois misogyne et une promesse d'agression sexuelle, de mise en relation forcée. Bah tiens là, puisqu'on parle de promesse d'agression sexuelle. Bon, vous avez compris l'idée, ça marche avec n'importe quelle ville, n'importe quel sport. Ces chants, généralement, quand ça fait scandale, les justifications, elles sont du style « c'est d'un autre temps, c'est du folklore, c'est la tradition, et ça n'a rien à voir avec l'homophobie ». C'est clair qu'une insulte peut, avec le temps, perdre ses significations originales.
originelle. Elle peut même perdre ses significations sexuelles. Le terme enfoiré, par exemple, a eu une histoire. Alors, c'était lié aux excréments, mais c'était aussi lié quand même à la souillure et fortement sexualisé. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est vrai, quand on dit enfoiré, on n'est pas immédiatement dans la sexualisation. Quand on dit enculé, quand même, je pense que ce serait hypocrite, même de la part des gens qui veulent le défendre, de dire que ça n'a pas de connotation sexuelle. Donc, ça s'insère dans une vision du monde, un ensemble d'oppositions qui place les receveurs de cette insulte du côté de l'être pénétré. Hein. Alors, d'une certaine manière, on l'associe à une insulte homophobe, mais c'est d'abord une insulte sexiste, hein, parce que même si a priori, elle ne désigne pas les femmes qui se font sodomiser, elle ne désigne pas les hommes qui sont sodomisés par des femmes. Effectivement, derrière, il y a une référence à quelque chose comme une inversion de la masculinité, une moindre masculinité associée à le fait d'être un homme qui se fait prendre par d'autres hommes, enfin d'être finalement une puta-homme, enfin pour prendre un vocabulaire justement de cette économie sexiste. Donc c'est à la fois sexiste et homophobe. On pourrait imaginer que sur quelques siècles, cette signification disparaisse. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand on dit que ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Mais peut-être qu'il veut simplement dire peut-être que ça n'a rien à voir avec les homosexuels qu'ils se les imaginent. Mais effectivement, c'est une insulte de régulation des rapports entre hommes qui, comme je l'ai expliqué pour PD, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'homosexualité à proprement parler, mais est une manière de sexualiser la domination entre hommes à travers cette métaphore de la pénétration sexuelle, métaphore sexiste de la pénétration sexuelle. Et moi, je pense qu'il faut d'abord dire qu'enculé, c'est une insulte sexiste avant même d'être homophobe. Alors ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. On est presque bientôt à la moitié de l'épisode, on n'a toujours pas parlé des lesbiennes, et on parle, encore une fois, que des gays. Je vous rassure, c'est volontaire. En fait, comme on insulte les gays en les rapprochant du féminin, les lesbiennes, qui sont elles déjà des femmes, elles ont droit à un type d'insulte qui est assez différent. Le terme lesbienne ne fonctionne pas comme une insulte similaire à PD dans l'économie symbolique du sexisme à l'école. On se fait rarement traiter de lesbienne à l'école primaire. Pourquoi ? Parce que dans cette économie du sexisme, l'insulte centrale de laquelle les jeunes filles doivent se désidentifier, c'est salope, c'est pute. Donc c'est de la féminité impure dans sa dimension trop de sexualité, etc. Elles sont des femmes, mais elles ont des spécificités quand même, hein, parce que toutes les femmes ne se font pas traiter de gouine, gouinasse, goudou, camionneuse. D'ailleurs, traduit en anglais, ça donne butch. On l'utilise parfois en français. Et l'origine du mot gouine, par exemple, c'est une femme de mauvaise vie, aux mœurs légères. Ça se rapproche de l'univers de la prostitution. Bref, gouine, c'est pas très loin de pute, en fait. Dans la vie quotidienne, les insultes gayphobes et les insultes lesbophobes n'ont à peu près rien à voir. Il y en a moins, puisqu'une des fonctionnements centraux de la lesbophobie, c'est l'invisibilisation et le paradoxe de l'acceptation par l'invisibilisation, qui est une forme de non-reconnaissance de la possibilité d'une sexualité féminine autonome. Évidemment que cette non-reconnaissance, elle est liée à la position des femmes dans l'économie sexuelle du patriarcat et à l'idée ancienne qu'il ne peut pas y avoir de sexualité, la sexualité est le domaine des hommes et qu'il ne peut pas y avoir de sexualité entre femmes. Les lesbiennes sont des êtres sous-sexualisés qu'il faut corriger, mais de l'autre, on va avoir une vision complètement inverse des lesbiennes qui sont des êtres sursexualisés. Parce que finalement, appartenant à cette forme de féminité impure, qui les rapproche en fait des stigmates qui touchent les prostituées, du stigmate qu'on appelle le stigmate d'impureté féminine, et qui, dans l'économie sexuelle du patriarcat, distingue les femmes pures, mariables, etc., et les femmes impures qui sont soit qui ont une sexualité très active, soit qui portent en elles, enfin qui sont impudiques, etc. Et donc il y a une forme d'impudeur du lesbianisme. C'est à la fois inoffensif et dangereux. Et en fait, dans la vision lesbophobe du monde, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a les deux sursexualisés, mais aussi est incorporé comme une extension ludique de l'hétérosexualité, qui est une manière à la fois de dire « vous n'avez pas de sexualité autonome », et en fait, les lesbiennes, c'est comme des prostituées. C'est deux dimensions qui cohabitent et qui peuvent alterner selon les insultes ou selon les actions. Bon, ok, là on a fait la théorie, on passe à la pratique. Et ça vaut pour l'ensemble des insultes homophobes. On va faire une petite série de « oui, mais ». C'est super simple, vous allez comprendre très très vite. Oui, mais c'est pas de la violence, c'est juste un mot.
Alors, c'est le paradoxe de l'insulte, c'est qu'ils ont à la fois raison et tort. Bien sûr, c'est juste un mot, mais ils savent, comme les victimes, que ce mot n'est pas juste un mot. C'est-à-dire que c'est un mot qui a tout un processus social, un travail social qui le précède, un travail social continu d'incorporation des hiérarchies sociales, sexuelles, genrées, qui dit qui est au-dessus de qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui a le droit de catégoriser, qui a le droit de classer sans être classé, de nommer sans être nommé, etc. Et donc, quand l'insulte arrive, il est déjà trop tard, d'une certaine manière. Elle vient fonctionner comme un déclic qui vient activer ces rapports sociaux et qui explique que ça peut produire des effets qui paraissent disproportionnés. C'est un simple mot, une remarque. Comment les mots peuvent blesser? Il faut vraiment être superstitieux pour penser que les mots peuvent blesser, etc. Le mot n'a qu'à rappeler ce qui crève les yeux, ce qui est déjà là, ce qui va sans dire d'une certaine manière. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'insulte est anticipée. On passe beaucoup de temps, notamment quand on se construit comme gay ou lesbienne ou toute autre catégorie stigmatisée, eh bien on se travaille à essayer d'éviter l'insulte. Et donc ça veut dire qu'on vit aussi en tease de l'insulte. Et parfois, d'une certaine manière, l'insulte n'a pas besoin d'être proférée pour exercer ce pouvoir social d'infériorisation. Vous pouvez ne jamais avoir été insulté et pourtant l'insulte aura structuré vos 30 premières années de votre vie. Parce que vous avez passé 30 ans à essayer de l'éviter, essayer de ne jamais être l'objet de cette insulte. Ouais, mais tu comprends, pour moi, quand je le dis, je pense pas à mal. C'est pas une insulte. Le pouvoir blessant, le pouvoir infériorisant de l'insulte, il ne dépend pas nécessairement de l'intention du locuteur. Ce sont des processus qui nous dépassent. À bien des égards aussi, il ne dépend pas des effets concrets sur le récepteur. Sinon, il suffirait de demander est-ce que je peux t'insulter? Oui, très bien, il n'y a aucun problème, ça ne me fait rien, etc. Et on dit j'ai rien fait d'homophobe puisque j'ai demandé. On voit que si on se focalise uniquement soit sur les intentions du récepteur, soit les intentions de l'émetteur, eh bien on manque la dimension oppressive de cette circulation de stéréotypes qui peut se produire sans même qu'on s'en rende compte. Ouais, mais tu comprends, c'est pour rire, c'est juste de l'humour. L'argument de l'humour est important. Bon, d'abord, on a 1000 fois remarqué que c'est justement à travers l'humour que se propagent ces stéréotypes homophobes ou racistes, à tel point qu'on peut... Moi, j'ai des articles de collègues qui disent voilà, le racisme comme humour, l'homophobie comme humour, c'est finalement un des vecteurs principaux. Mais il y a une question, il y a un aspect assez puissant de l'humour, c'est que, puisque c'est pas sérieux, quand on fait de l'humour, on est d'accord qu'on n'y croit pas à cette hiérarchie entre hétéro, homo, ou au pouvoir de ces insultes, mais on les cite comme étant existantes. D'une certaine manière, c'est indiscutable qu'elles sont existantes. On les rend indiscutables parce que finalement, comme stéréotypes, comme hiérarchie, elles sont là. Et on les cite, on les renforce, et on les renforce d'une manière... On les met pas au centre de la discussion, puisque de toute façon, c'est de l'humour. Mais évidemment, l'humour, disait Freud, est toujours à la limite du sérieux, et donc on ne peut pas faire de l'humour sur des hiérarchies inexistantes. Et donc c'est toujours un commentaire sur la hiérarchie, mais qui n'est pas là pour discuter ou remettre en cause la hiérarchie. Oui, mais tu comprends, je vois pas pourquoi ce serait un problème que je le traite de pédé, parce que je le sais très bien qu'il ne l'est pas pédé. D'abord, je l'ai dit, cette insulte est une insulte qui touche pas seulement les personnes gays, mais aussi beaucoup d'hétéros. Donc, on peut même pas dire que le récipiendaire de cette insulte n'a pas été touché, puisque d'une certaine manière, il a été touché. Le but de l'insulte PD est d'empêcher les hommes de dévier et de les maintenir dans la norme. Donc, à bien des égards, juste pour prendre l'argument exactement qui a été utilisé par votre cas hypothétique, c'est faux. C'est faux. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les insultes adressées aux homos ont été récupérées, détournées. Ils et elles se sont réappropriés ces mots-là, les mots de l'injure. C'est ce qui s'est passé en France, notamment à partir des années 70, avec la création du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, parce qu'à l'époque, le terme homosexuel, c'était plutôt négatif. Il y a eu aussi le groupe des Gouines Rouges, ou plus tard la création du mot valise transpédéguine dans les années 2000. On a toujours eu cette opposition entre des versions plus modérées qui consistaient à utiliser un autre terme, notamment à désexualiser. Homophile, c'était pour dire que c'était pas homosexuel parce que il faut pas être réduit à la sexualité. Et puis vous avez de l'autre côté des mouvements qui consistaient à dire on va réutiliser, on va retourner le stigmate, pas en l'euphémisant, mais en le désarmant d'une certaine manière. Alors ce processus de désarmement consiste pas juste à tourner un stigmate négatif
en identité positive. Il y a cet effet-là, de fait, puisque c'est le paradigme Black is Beautiful, mais c'est aussi transformer une insulte en quelque chose qui n'est plus une insulte. Et l'insulte, comme j'ai dit, elle fait semblant de décrire, en réalité elle prescrit, elle infériorise, elle est là pour dire tu n'es que, pour blesser, mais en même temps elle est quand même obligée de faire semblant de décrire. Elle est quand même obligée de dire tu n'es que quelque chose, donc elle prend la forme d'un indicatif, alors qu'en réalité ce n'est pas un indicatif, mais on peut s'appuyer sur cette structure linguistique pour dire vous m'avez appelé, vous m'avez désigné d'une manière qui m'interdit de parler, mais en réalité vous m'avez amené à la parole. Vous m'avez voulu me couper la parole, mais en même temps vous m'avez fait exister. Vous avez fait semblant de me décrire, et ben je suis là et je parle. Et à partir du moment où on parle, à partir du moment où on dit je, l'insulte n'est jamais destinée à ce que l'autre personne dise « je ». Justement, elle est destinée à interdire ça. À partir du moment où on dit « je », finalement, on prend l'insulte homophobe au mot, c'est-à-dire qu'on prend la prétention à la description au mot, et on dit voilà, vous m'avez décrit, maintenant je parle. Et donc, finalement, l'insulte elle-même ne fonctionne plus comme un performatif négatif, mais fonctionne comme une autodésignation de soi. Donc, elle n'a pas seulement changé de sens négatif vers le positif, elle a aussi changé de fonction linguistique. Elle fonctionne effectivement comme un descriptif. L'insulte, le stigmate, c'est ce qui divise et c'est aussi maintenant ce qui rassemble. Et quand on change le sens du stigmate, eh bien on peut utiliser cette logique de collectivisation du stigmate, qui est initialement une collectivisation négative, pour la transformer en collectivisation positive, et donc utiliser le stigmate comme un levier de mobilisation. Et c'est ce qui fait que beaucoup de groupes stigmatisés, finalement, ont un rapport à la fois évidemment négatif à ce stigmate, mais aussi un rapport productif, presque généalogique. Didier Ribon dit les gays lesbiennes sont des enfants de la honte. C'est-à-dire qu'ils ont produit, leur subjectivité est un produit de cette honte qui est à la fois ce qui les assujettit, mais ce qui est aussi ce qui les regroupe, ce qui les produit comme ce qu'ils et elles sont, et ce qui est éventuellement, lorsqu'elle est retournée, un terreau de mobilisation. Bon, du coup, on arrive frontalement à la question de l'épisode. Pourquoi je peux dire PD et pas toi ? Eh bien parce que je me suis réapproprié certains mots, ces mots qui me rabaissent, j'en ai fait une force personnelle et en plus, un mot d'ordre collectif. Donc, si t'es pas dans ce collectif, t'as pas le droit d'utiliser ce mot. Enfin, une fois de plus, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas parler en termes de droit, parce que ce serait avoir un rôle de censeur. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un rôle de censeur, mais il faut toujours se demander quel est l'effet de ces actes de langage. Et il est plus évident qu'ils ne fonctionnent plus comme insultes quand ils sont proférés par les personnes elles-mêmes. Maintenant, certaines insultes peuvent avoir été tant réappropriées qu'elles peuvent finir par devenir de purs descriptifs. Queer en anglais n'est plus... on peut appeler une autre personne queer, même quand on n'est pas queer. On peut imaginer que dans un milieu très progressiste, le terme PD pourrait devenir neutre. Mais c'est toujours une question de contexte. Mais effectivement, ça n'a pas le même effet, pas le même statut. Mais on ne peut pas faire de règle générale parce que justement le contexte peut donner un sens ambigu à ces mots. Parfois, c'est en ne les employant pas qu'on insulte. Il y a une tendance parfois à se focaliser, notamment pour parler d'insultes homophobes, sur les gros mots, les versions les plus grossières qui paraissent les plus violentes. L'homophobie, c'est un continuum et parfois on peut être extrêmement blessé par des insinuations et il n'y aura pas eu un seul gros mot de prononcer. C'est pareil pour la focalisation sur les stades et sur les masculinités grossières, les masculinités visibles, bruyantes, qui sont souvent évidemment associées aux classes populaires. Donc il faut faire attention à l'idée que l'homophobie est d'autant plus grande que le langage est grossier. Il y a énormément de processus homophobes, de discrimination, y compris linguistiques, mais aussi à l'embauche, qui sont en continuité avec ces insultes, qui parfois peuvent avoir des conséquences bien plus néfastes que ces insultes, parce qu'à la limite, ces insultes, elles se donnent comme violence symbolique. Mais la violence sourde, celle qui se nie comme violence, elle peut produire des effets extrêmement destructeurs. Et à bien des égards, c'est cette violence sourde qui donne leur potentiel, sa puissance performative, sa puissance sociale aux insultes, aux mots, qui sont de simples mots, mais qui en réalité ont été préparés par toute cette violence sourde. Et un message pour celles et ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter de dire PD ou Gwyn.
Mais oui, c'est compréhensible, les habitudes, ça se prend, ça se perd aussi, et ça se perd plus vite qu'on croit. C'est comme quand on a des critiques sur la féminisation du langage ou sur le langage épicène, on dit ah là, c'est pas possible, c'est pas naturel, et puis en fait au bout de 2 mois c'est fait. Bien sûr, ce langage il est ancré en nous, et c'est pas seulement parce que c'est des mots, mais c'est que c'est des mots qui font sens en lien avec d'autres mots, il semble adapté au monde social, et donc il a formé la subjectivité des personnes qui les prononcent et qui les reçoivent. Donc bien sûr, ça peut parfois être difficile d'en sortir, mais je pense qu'on exagère. Ça va très vite. Maintenant, évidemment, il ne faut pas neutraliser ces insultes, parce qu'évidemment, dire qu'il suffit de les abandonner, ça ferait comme si elles n'avaient pas de signification, qu'elles étaient des purs produits linguistiques. Mais non, elles ont des fonctions aussi de réassurance, elles ont des fonctions de différenciation par rapport à autrui. Donc, parfois, on peut abandonner une insulte et puis la remplacer par quelque chose d'autre qui aura la même fonction. Donc, il faut faire attention aussi à la focalisation, encore une fois, sur les mots, au fétichisme des mots, parce qu'évidemment, ce fétichisme est la cause aussi du caractère blessant des mots, mais il faut faire attention au processus, à la fonction des mots, et parfois un mot remplacera un autre. De toute façon, dans une société stratifiée avec des inégalités de dignité, avec des inégalités de visibilité, de normalité, de qui a le droit de parler, qui doit être parlé, eh bien, si vous interdisez une insulte, d'une certaine manière, le monde social est encore là. Et donc, on pourra toujours vous traiter de politiquement correct, parce que finalement, l'évidence de ces hiérarchies sera toujours là. Alors, bien sûr, l'insulte ne fait pas que dire la violence, elle est une violence, elle fait partie, elle active, elle est un décret d'application de ces lois symboliques et sociales, mais elle n'est qu'un décret, elle ne peut pas fonctionner sans ces lois, et ce n'est pas juste en abolissant les mots ou en interdisant les mots de la violence qu'on interdira la violence. La violence de l'homophobie, elle est dans les mots, elle est aussi ailleurs, dans toutes les petites niches de l'hétéronormativité du quotidien. Et c'est de tout cela dont on parlera dans les prochains épisodes de Camille, que vous pourrez retrouver sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio. Solène Moulin est à la réalisation de cet épisode, Diane Jean à la production. Ah oui, il existe des insultes qui n'oppressent ni les femmes, ni les homos. Par exemple, mange-merde, bouffon, crevure, fumier, face de rat, balai à chiottes et le classique, raclure de bidet. Bref, soyez inventifs et inventives.